c'est un héritage de la Réforme. À cette époque, les protestants ont revendiqué le droit d'interpréter eux-mêmes, personnellement, chacun, les Écritures. C'est un mécanisme mental, c'est une attitude de pensée qui s'articule en quelque sorte autour de la pensée rationnelle. C'est se déprendre des conditionnements intellectuels et moraux que nous subissons. C'est se déprendre aussi de soi-même pour s'ouvrir aux autres. Il y a quelque chose d'important, c'est d'avoir l'esprit critique, se mettre en question soi-même et aussi être capable de mettre en question ce qu'on entend, ce qu'on voit. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose de fondamental, savoir, pouvoir, apprendre à remettre en question ce qui peut apparaître comme quelque chose de normal qu'on a toujours vécu dans sa vie. S'ouvrir l'esprit est quelque chose qui n'est jamais négatif. Aller de l'avant, demander, avoir une attitude très progressiste et rechercher, se dire que le meilleur est encore à venir et que le monde n'est que ce qu'on en fait ou que ce qu'on en laissera faire, je pense que c'est toujours une attitude positive. Si jamais vous passez au cimetière de Bruxelles en tout début de matinée d'un 20 novembre, vous aurez l'occasion d'assister à la cérémonie d'hommage au fondateur de l'Université libre de Bruxelles. Vous l'avez sans doute deviné, il s'agit de Theodor Verhagen. Il faut savoir que l'histoire de l'Université libre de Bruxelles est étroitement liée à celle de la Belgique. En effet, en 1830, lors de la création de l'État, il n'existait pas d'université à Bruxelles. Dès 1831, à l'initiative d'Auguste Baron, un groupe de personnalités bruxelloises du monde des lettres, des sciences et de l'enseignement, mené par Theodor Verhagen, décidèrent de créer une université dans la capitale. Theodor Verhagen, avocat, franc-maçon et cependant catholique pratiquant, voulait créer une université d'État. Il était fondamental pour lui de séparer l'enseignement de la religion, ce qui, estimait-il, favoriserait une liberté de pensée nécessaire à l'étude et à la recherche. C'est le 20 novembre 1834 que naquit l'Université libre de Belgique, qui changera de nom en 1836 pour devenir l'Université libre de Bruxelles. L'adjectif « libre » était conservé. Il était bien sûr essentiel. L'ULB sera d'ailleurs la première université belge à s'ouvrir aux femmes dès 1873. Cette institution est donc bien née d'une volonté clairement affichée de créer un enseignement libre de toute influence religieuse. L'enseignement est basé sur la liberté de penser, sur le libre examen. Être libre-exaministe, c'est s'atteler à cette tâche sans fin de la quête de la vérité en ne partant d'aucun dogme, d'aucune vérité révélée et d'aucun argument d'autorité. C'est-à-dire qu'on reste libre d'examiner librement tous les problèmes auxquels on est confronté. On le fait par ses propres moyens, bien entendu, sans nier l'apport de tous ceux qui nous ont précédés, mais comme un apport et non pas comme une vérité révélée. Le libre examen est porteur de valeurs puisqu'il considère finalement l'être humain comme étant un être capable de raison, capable d'être libre et donc capable d'être responsable, d'être un être qui préfère argumenter pour convaincre plutôt qu'essayer de persuader pour faire croire ou même simplement de commander pour imposer l'une ou l'autre idéologie. Les associations d'étudiants ont toujours rappelé leur attachement au libre examen, notamment en fêtant tous les ans le fondateur de l'ULB. C'est en 1928 que fut créé le libre examen. Ce cercle rassemble des étudiants provenant de tout milieu politique, de toute classe sociale et de toute faculté. Ce qui unit ces étudiants, c'est une approche critique du réel, un désir de tenter de comprendre le monde et les hommes en remettant en question ce qui est tenu pour vrai.
Dès les premières années de sa création, le Librex fut confronté à la montée du fascisme. Le Cercle aida les républicains espagnols et prit position contre les fascistes menés par Franco. C'est lors de l'invasion nazie de la Belgique que, autour d'un bon nombre des membres du Cercle, va s'organiser la lutte armée. L'ULB fut la seule université belge qui ferma ses portes durant l'occupation allemande. Elle refusa ainsi de se soumettre aux directives des nazis. De nombreux professeurs et étudiants, dont certains étaient membres du Libre Examen, créèrent un groupe de résistance qui s'appela le groupe G. Ils utilisèrent notamment le savoir que leur avait transmis l'université afin d'accomplir de nombreux actes de résistance et de sabotage. Durant le conflit, plusieurs membres du groupe G furent arrêtés par la Gestapo. Certains furent envoyés dans des camps de concentration et d'autres furent exécutés. Jean Burgers, vice-président du Cercle, condamné à mort par un tribunal nazi, fut décapité à la hache dans une prison allemande. C'est en mémoire des héros du groupe G que l'on peut voir au cœur même de l'ULB ce petit monument qui rappelle qu'il est inacceptable de se soumettre aux idéologies extrémistes, qu'elles soient politiques ou religieuses. Le libre examen reste une manière d'approcher les problèmes qui fait que chaque citoyen en tant que tel doit se sentir libre et donc aussi responsable de conduire son opinion, sa conviction et surtout ce qu'il souhaite faire et développer dans l'hypothèse de la construction d'une nouvelle société par rapport à toutes les idéologies dominantes, quelles qu'elles soient. Et je crois que le libre examen reste un moyen d'avoir des citoyens responsables, libres, et donc des sociétés démocratiques et tolérantes. À la chute du nazisme, l'ULB rouvre ses portes et le Cercle du Libre Examen reprend ses activités. Il se préoccupera de tous les sujets d'actualité. Guerre d'Algérie, indépendance du Congo, guerre du Vietnam, la chute du communisme, le racisme, l'avortement, l'intolérance, l'euthanasie, l'intégrisme, l'extrême gauche, l'extrême droite, autant de sujets discutés, développés, disséqués, ce qui permettra à chacun de se forger une opinion en prenant en compte la vie de tous. Donc il y a dans le libre examen une tension permanente entre d'une part, le respect de la diversité des opinions et la recherche de la vérité, une tension entre l'universalité de chaque homme que l'on affirme et en même temps le refus des totalitarismes qui se sont développés à partir de l'affirmation de l'unité de l'homme. Traditionnellement, il y a un affrontement entre des vérités différentes. Au fond, c'est cela. Le libre examen relativise évidemment les vérités de chacun. Moi, je vais jusqu'à dire, et je n'engage que moi dans cette formule, qu'il ne faut pas s'adresser à un libre exaministe pour avoir une vérité. C'est un article qu'il n'a pas en magasin. Ce qu'il a, ce sont des modèles, ce sont des théories, ce sont des hypothèses qui sont à chaque instant remises en question et revérifiées. Et cette incomplétude affirmée qui fait pour moi essentiellement la valeur profonde et la vocation, je n'ai pas peur de le dire, universelle du libre examen. C'est ainsi que l'ULB tente de transmettre à ses étudiants cet héritage. Le cercle constitue un des maillons permettant la diffusion de ces valeurs. Tous les étudiants de l'ULB peuvent s'y inscrire dès le début de l'année académique. Allez, je vous donne le petit papier. C'est parce qu'on fait beaucoup de choses, donc... Ça va. Vous avez un peu entendu, vous savez un peu ce que c'est. Il y a plein d'activités en ce début d'année, on fait des soirées, des débats, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Vraiment, si vous voulez venir, ça permet de se rencontrer entre étudiants, de faire plein de choses sans vraiment grande prise de tête, mais ça permet un peu de donner vie un peu à l'idéal du libre examen en se forgeant sa propre opinion. On invite des spécialistes et tout ça. Ne vous inquiétez pas, c'est pas trop lourd. On a une grosse soirée également après-demain. Un TD, vous savez ce que c'est? Oui.
Et bien on espère vous voir au TD, n'hésitez pas à en boire un petit coup ensemble, on aura l'occasion d'en reparler. C'est vraiment une bonne entente, c'est vraiment une occasion de se rencontrer tous les cercles ensemble, de discuter, de rencontrer les nouveaux. C'est vraiment mettre les nouveaux étudiants dans le bain universitaire et leur montrer que c'est pas seulement des études l'université. C'est aussi véritablement une école de vie, une école où on apprend à rencontrer l'autre, une école où on fait ce qu'on aime, que ce soit de la musique, de l'art, le libre examen, des débats, du folklore. C'est vraiment ça qu'on essaie de leur montrer aujourd'hui. Le cercle est ouvert aux étudiants de tout âge, de toute opinion politique, de tout niveau social, de toute faculté. C'est ce mélange qui en fait sa richesse. Au moment où les jeunes sont parfois confrontés à des cours ex cathedra, donc à essayer d'ingurgiter un maximum de connaissances, de savoir, il est bon que à ce moment précis, les jeunes se posent des questions, remettent en question des enseignements qui leur sont donnés avec plus ou moins de savoir, plus ou moins d'à-propos, mais justement de remettre en question certains principes qui leur apparaissent comme étant éventuellement tellement évidents. Dès la reprise des cours, des réunions préparatoires se tiendront afin d'organiser les différentes activités qui se dérouleront durant l'année académique. Tout le monde y est le bienvenu. Toutes les idées sont bonnes. D'autres petits mots pour Midi Librairie, qui a quand même fait l'occasion de débattre d'un sujet qu'on n'a pas encore fait. Moi j'ai bien aimé ta question sur le lien entre la criminalité, ou en tout cas le sentiment d'insécurité, et les populations allochtones, parce que c'est un sujet que personne n'ose aborder froidement, et au moins là on en a parlé, c'était pas plus mal. Le cercle du libre examen a, au cours des années en tout cas, est devenu presque une institution dans cette université et bénéficie d'une certaine aura qui est pour nous un avantage parce que ça nous permet des grandes marges d'action. Je pense aussi que c'est un inconvénient parce que certaines personnes en ont parfois peur de pousser la porte. Et il y a un grand travail, moi je sais depuis quelques années que nous avons vraiment entrepris d'aller vers les étudiants qui se rendent compte qu'effectivement nous ne sommes pas une bande de petits fils à papa qui faisons ça pour le mettre sur notre CV, mais que ça peut aller dans tous les sens, qu'il suffit vraiment de s'intéresser à un sujet pour essayer de le traiter de façon plus approfondie. Le quartier général du Librex est installé au cœur de l'université. C'est là que tout se fait, que tout se pense et surtout, que tout se discute. Ah voilà, une chaise, d'accord. D'accord, ok. Donc c'est une signière qui va d'accord, ta grandeur. Mais cet libre examen, c'est une auberge espagnole. On y trouve ce qu'on y apporte. C'est une structure, c'est un lieu. Elle a la chance d'avoir toute une histoire qui lui donne déjà, avant de commencer, pour ceux qui y arrivent, une légitimité. Et je pense effectivement que ça peut être un instrument entre les mains de ceux qui veulent en faire quelque chose d'important. Mais franchement, moi je trouve que l'article sur le Vlaamsblok, en page 18, je trouve pas que c'est un peu loin, parce que bon, tout de même, c'est tout de même important, les expressions. Depuis 1928, le Cercle édite des publications qui servent de lien avec tous les sympathisants du libre examen. Ces revues se veulent libres et effectuent une remise en question critique d'événements qui font l'actualité de notre société. On nous catalogue toujours, hein. On dit toujours qu'on est comme ci, on dit toujours qu'on est comme ça. Et selon l'interlocuteur, on est toujours du bord opposé. On est toujours des extrémistes opposés. Quand on parle à quelqu'un de relativement conservateur, il va dire qu'on est des gauchistes invétérés. Quand on parle à quelqu'un qui est assez révolutionnaire, il va nous dire qu'on est des rétrogrades, des réactionnaires, etc. C'est toujours assez amusant de voir que les gens qui en tout cas méconnaissent le cercle voient en nous quelque chose de très dérangeant. Le choix d'aborder certains sujets de manière quelque peu provocante est peut-être un des ingrédients nécessaires à la remise en question. Nous revoici le 20 novembre, le jour de la Saint-Vé. Plusieurs cérémonies se déroulent tout au long de la matinée.
Personne ne sera oublié, ni Theodor Verhagen, ni les héros qui se sont sacrifiés au nom de la liberté. Je pense aussi que la commémoration, c'est aussi une façon de regrouper ses forces et de retrouver dans ses racines une vision du futur. Malraux a dit, peut-être de façon apocryphe, que le XXIe siècle serait religieux ou ne serait pas. Je pense que cette prédiction tourne à la caricature. Et quand on voit les culs bénis triompher au sommet d'un certain nombre de puissances, quand on voit les gens se transformer en kamikazes des fois les plus extrémistes, eh bien, je pense que les valeurs qui ont fondé cette université gardent toute leur actualité et qu'il est probablement fondamental de se le rappeler tous ensemble au moins une fois par an. Et si, lors des discours officiels de la Saint-V, les autorités de l'ULB décident de donner la parole aux représentants du Cercle du Libre Examen, elles savent que cela ne se fait pas sans risque. Un malaise me frappe depuis mon arrivée en ces lieux, que j'avais certainement trop idéalisé. L'ULB se cherche. L'ULB a mal à ses valeurs, l'ULB a mal à son identité. Cette angoisse existentielle est perceptible par l'ignorance de ses étudiants et par la frilosité ou la nonchalance de ses professeurs et de ses autorités. Le Cercle du Libre Examen est un peu un contre-pouvoir à l'intérieur de l'université. Il a toujours entretenu une relation qui est à la fois une relation de collaboration et en même temps d'opposition par rapport aux autorités académiques. C'est pas bon quand le Librex, je dirais, est servile par rapport aux autorités académiques. C'est pas bon quand les rapports sont exécrables entre les uns et les autres. Il faut qu'il y ait du respect réciproque. Mais je crois que c'est très important qu'il y ait là quand même une structure qui puisse de temps en temps apporter, même de manière parfois jugée excessive, une vision critique interne. Comme tous les 20 novembre, l'après-midi se termine par le défilé de la Saint-V, moment de défoulement très attendu par tous les étudiants. Pour moi, il y a une conviction que j'ai depuis que je me suis investi au Cercle du Libre Examen, maintenant il y a quelques années, qui est qu'en tant qu'universitaire, en tant qu'intellectuel, nous avons un privilège incroyable qui est d'accéder à un certain nombre de connaissances, qui est de se rencontrer dans ce lieu qui est l'université. Et je pense, à ce titre-là, que nous sommes vraiment des privilégiés et que nous avons une responsabilité de s'intéresser à l'ensemble du monde qui nous entoure, que ce soit en Belgique, que ce soit plus largement dans le monde. Durant l'année académique, le Cercle organise de nombreuses conférences-débats. Ce soir, c'est le Vlaams Bloc qui est au menu. La communauté française a un Vlaams Bloc qui va faire de son programme un programme de lutte contre l'immigration d'abord. Les aspects flamands ne disparaissent pas, mais sont mis en parallèle avec des questions de lutte contre l'immigration et d'opposition anti-étrangers. Au sein du Librex, les principales actions qu'on mène, c'est des conférences. Et au sein de ces conférences, on aborde des projets, des thématiques qui sont soit d'actualité, soit qui nous intriguent au sein du cercle. Et là-dessus, on va décider d'inviter tous les intervenants qui nous semblent pertinents par rapport au sujet, qui n'ont peut-être pas toujours la même opinion que nous, mais qui vont apporter au débat leur petite pierre à l'édifice et qui vont permettre à chacun de dire tiens, j'entends cet argument-là, j'entends cet argument-là. Je vais garder dans chaque intervention ce qui me semble le plus pertinent pour me faire moi ma propre opinion. Le cordon sanitaire était une déclaration de principe, un acte éthique, un refus de principe, non seulement, comme on l'a dit, de gouverner avec des partis d'extrême droite ou liberticides, mais même aussi, l'engagement portait aussi sur le fait de ne poser aucun acte qui puisse banaliser ou contribuer à légitimer de tels partis.
L'esprit critique passe au moins par l'information, par la réflexion, par l'écoute des arguments des autres. Il peut aussi, à mon sens, il doit aussi s'adosser à un certain nombre de principes alors davantage éthiques, démocratiques, qui eux peuvent conduire aussi à des positions de principe très dures. L'esprit critique ne veut pas dire qu'on accepte tous les arguments de l'adversaire et qu'on s'y plie, mais qu'au minimum on en prend connaissance et qu'on essaye de faire le bout de chemin rationnel possible pour éventuellement mettre une butée là où vraiment il y a un différend moral majeur et indépassable. Si on est capable de remettre son opinion en question en écoutant l'opinion des autres, à ce moment-là, c'est ça qui permet aux gens d'évoluer et au monde de tourner mieux. Voilà. L'année connaîtra une succession d'événements et de rencontres aux sujets les plus variés. Les membres du Librex abordent ainsi leur vie universitaire de manière plus intense. C'est une part incroyable de notre existence. Moi, je pense que tous les gens qui y participent, c'est des soirées qu'on passe ensemble, c'est du temps qu'on y consacre et ça crée essentiellement des liens. Donc il y a un attachement d'une part vis-à-vis de la structure et des actes qu'on a posés, de tout ce qui s'est passé, mais aussi avec les gens qui ont collaboré avec nous et ça fait des souvenirs qu'on partage, qu'on retrouve à mon avis dans assez peu d'endroits. Pas dans le détail. La grande majorité des gens, l'UNIF pour eux c'est leur cours, leur TP, et rentrent chez eux après sans avoir rien fait, sans s'investir ni rien. Je trouve ça dommage. Bon, je crois qu'ils passent à côté de quelque chose à l'UNIF parce que par rapport à les cercles, il y a aussi en l'occurrence le cercle du libre examen, ça nous permet d'apprendre énormément de choses, de rencontrer des gens, les intervenants qu'on a aux conférences, qu'on rencontrerait peut-être pas en temps normal. Et on trouve que c'est un peu dommage de passer à l'UNIF quand on passe sous une averse sans prendre une goutte d'eau. Donc, ce que ça apporte, c'est qu'on balaie un champ de sujets très très large et ça permet justement d'avoir cet apport d'information que quelquefois on élude quand on est plongé dans les syllabus, c'est uniquement ça. Au preneur, en plus du loyer. Faire quelque chose autour de valeurs auxquelles on croit, ça transcende beaucoup et ça incite à une camaraderie qui est vraiment, qui dure vraiment. Je te dis, parmi les anciens, c'est assez impressionnant combien d'années après des gens qui étaient dans le comité dans les années 50, 60, qui fréquentent encore des amis de cette époque-là, quoi. Fort de son passé et de son expérience, le libre examen est une porte qui s'ouvre résolument vers l'avenir. Franchir son seuil transformera à jamais la vision que l'on a de notre société, de notre monde. Mais je garde un souvenir heureux. Heureux dans une université que j'ai beaucoup aimée, que j'aime toujours, parce que c'était un monde infini qui s'ouvrait devant moi. Un monde infini, j'étais là pour connaître le monde et pour le changer, avec dans le développement de mes moyens intellectuels. J'ai vécu cette expérience du Librex comme vraiment une école, dans le sens que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'argumentation. On avait certainement des cours. On avait par exemple des cours de logique. Mais on était beaucoup plus en prise avec le réel. Et puis c'était nous. C'était nous qui faisions certaines choses. C'était nous qui faisions des débats. C'était nous qui invitions des conférenciers. C'était nous qui prenions des positions. Je pense que le Cercle du libre examen a une tradition qui veut justement que ce soit vraiment une école de la vie, une école où on ne passera pas notre vie à attendre que le petit train-train, métro, boulot, dodo. On essaiera d'aller plus loin. À ce titre-là, je pense que c'est vraiment une école intéressante. L'année académique est arrivée à terme. Dans ce no man's land, qui est cette période entre la clôture des examens et la proclamation des résultats, le Cercle en profite pour organiser une dernière soirée, un dernier TD. Et s'il y a bien une chose fort appréciée par les membres du Cercle, c'est de faire la fête.